Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il défend des mesures ambitieuses pour l'éducation au sein de l'Assemblée nationale. Le député LFI NUPES, Paul Vannier, est l'invité du Grand JT. Avec lui, bien sûr, on va revenir sur l'actualité de la semaine tendue dans l'hémicycle, mais également sur ses propositions pour l'école. C'est devenu une tradition dans le Grand JT. Chaque semaine, on interroge les enfants sur de grands thèmes. Cette semaine, on leur a demandé ce que représentait l'espoir pour eux. Vous allez regarder, c'est magnifique. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard et son invité de la semaine. Mais place tout de suite à l'actualité en bref avec Quentin Gribel. Bonjour à tous, on débute ce journal avec une note de l'Éducation nationale qui évoque des pédagogies inacceptables pour apprendre la lecture aux élèves de CP. D'après cette note, les enseignants sont tout simplement mal formés. Beaucoup d'entre eux se tournent donc vers des méthodes gratuites trouvées sur Internet, des méthodes souvent inadaptées au CP, comme par exemple leur faire lire des mots irréguliers, ceux dont la graphie ne correspond pas à la prononciation en fait. Par exemple, le mot choral que les élèves auront tendance à lire choral ou encore l'animal le pan qui sera lu paon. Le conseil scientifique recommande donc d'attribuer un budget à chaque enseignant de CP pour acheter, si nécessaire, des manuels conformes aux connaissances actuelles. Mais pour apprendre, encore faut-il des enseignants de disponibles, car 2 mois après la rentrée, des établissements sont toujours en manque cruel de professeurs. Dans la cité scolaire de Ribérac, par exemple, 4 classes de collège et lycée n'ont tout simplement pas de prof de français attitré. D'après une maman interrogée par France Bleu Périgord sur les 32 heures de français prévues depuis septembre, seule la moitié a bien eu lieu. Des enseignants de l'établissement se relaient donc pour assurer l'intérim, insuffisant pour les parents d'élèves qui ont lancé une pétition en ligne. Ils menacent également de porter plainte, une situation qui n'est pas propre à la Dordogne, puisque dans le Nord, par exemple, au lycée Léonard de Vincy de Calais, c'est un prof d'économie qui manque à l'appel et le rectorat n'a donné pour le moment aucune réponse aux parents d'élèves. Dans le reste de l'actualité, on vous parlait hier de la précarité étudiante. Eh bien, elle continue de faire réagir sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Des étudiants publient des photos de leur plateau repas servis dans les restaurants universitaires. En cause, des portions bien trop légères selon eux. Et ce n'est visiblement pas le seul problème. Les étudiants pointent également du doigt un manque de diversité dans les aliments proposés, ainsi qu'une augmentation des prix. Contacté par nos confrères du Parisien, le Crous reconnaît des problèmes dans l'approvisionnement des produits, mais nie toute réduction des portions. Enfin, pour finir ce journal, le gouvernement va voter en faveur d'un amendement pour une hausse des salaires des accompagnements d'élèves en situation de handicap. C'est Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes publics, qui l'a annoncé hier. Il s'adressait à Stella Dupont, députée du groupe Ensemble, à l'origine de cet amendement. Le gouvernement donnera un avis favorable aux amendements dont le vote qui a été déposé pour revaloriser les AESH. C'est une augmentation de 10% de leur rémunération à compter de la rentrée 2023. Ça représente un investissement de 80 millions d'euros pour ces personnels. Et donc là encore, par rapport à tout ce que j'expliquais il y a un instant, c'est un étage supplémentaire majeur de soutien aux AESH. Au total, en France, on compte plus de 130 000 AESH pour près de 430 000 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. Merci Quentin. Député LFI à l'Assemblée nationale et auteur du projet éducation pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, je suis ravie d'accueillir Paul Vannier. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Paul Vannier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député LFI de la 5e circonscription du Val d'Oise, membre de la Commission des affaires culturelles et l'éducation, conseiller régional d'Île-de-France, rien que ça. Évidemment, sur School TV, pour nous, c'est un honneur de vous recevoir. L'actualité de l'éducation est brûlante. Et je pèse mes mots, on va y venir dans quelques instants, on va parler de tous les sujets qui concernent l'éducation. J'aurais espéré, parmi toutes les motions de censure qu'il y en a une qui concerne l'éducation, et non, rien. Comment ça se fait ? Et ça se justifierait parce que ce 49.3, le dernier, le 4e, qui est tombé en début de semaine, eh bien, il nous prive d'une discussion fondamentale, et je crois qui intéresse tous les Français, celle
sur notre école, puisque nous n'avons pas pu débattre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale du budget de l'éducation nationale. Ouais. C'est le premier budget de l'État, c'est près de 50 milliards d'euros, c'est l'avenir de notre jeunesse, c'est les grands enjeux du futur, et nous n'avons pas pu les trancher, nous les députés, dans notre diversité, les représentants de la nation, nous n'avons pas pu débattre, voter, proposer nos amendements et les voir adoptés ou rejetés. Et je regrette beaucoup cette situation, bien sûr je la regrette plus globalement, mais en particulier parce que dans ce moment où des grandes réformes arrivent sur la voie professionnelle, par exemple, où la crise climatique est là et nous savons qu'il faut y répondre et que l'école a un rôle à jouer, où les factures d'électricité, de gaz menacent la possibilité dans certains établissements de maintenir ouverts nos écoles, nos collèges, nos lycées. Il y avait beaucoup à dire, à débattre. Moi, j'aurais souhaité aussi entendre la position du ministre et nous en sommes privés. Donc, mais pourquoi? Comment vous l'expliquez? C'est-à-dire qu'en fait, l'éducation n'est pas la priorité du gouvernement, selon vous? Je n'ai pas ce sentiment. D'ailleurs, regardez, nous pourrions constater peut-être ensemble que rarement un ministre de l'Éducation n'aura été aussi affaibli par le dispositif institutionnel de ce gouvernement. Monsieur Pap Ndiaye est à la tête d'un ministère rétréci. Il est cornaqué, flanqué de la tutelle du travail et de la tutelle des armées. Il a en effet 2 ministres délégués sous son autorité, mais il partage cette autorité avec d'autres ministres. C'est la première fois que l'on observe pareille situation. Et dans les premiers mois de son exercice gouvernemental, M. Pap Ndiaye a systématiquement été accompagné et peut-être même remplacé par d'autres. Je pense au président de la République. C'est le président de la République, au fond, qui, à sa place, a fait la présentation de la réforme de la voie professionnelle. C'est le président de la République qui s'est adressé au recteur et qui a dessiné son cap à lui. Mais celui du ministre, nous ne le connaissons pas. Mais c'est parce que c'est la super présidence dont on parle, effectivement, d'Emmanuel Macron qui veut ça, ou c'est parce que c'est, selon vous, l'envie du ministre Pap Ndiaye d'être plus discret en réserve et de réfléchir justement à ces 5 années qui arrivent? Je crois que c'est en effet la traduction de l'exercice macronien des institutions de la Ve République. Elle concentre le pouvoir autour du président de la République. Et ce président-là, lui, pousse jusqu'au bout cette logique. Mais si l'on compare le rôle dans le dispositif gouvernemental que joue Pap Ndiaye à celui de son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, on constate qu'il est très différent. Jean-Michel Blanquer était, je combattais fermement sa politique, mais un ministre de poids qui avait une expression forte et qui pesait manifestement sur les décisions gouvernementales. On l'a vu par exemple au moment de la crise de la Covid. Eh bien, on ne peut pas dire... Enfin, il a eu 5 années. Là, Pap Ndiaye, c'est quand même assez récent, sa nomination. C'est vrai, ça fait quelques mois, mais justement, ces quelques mois ne lui ont pas permis, en tout cas jusqu'ici, peut-être qu'il le fera, je souhaite qu'il le fasse, d'exprimer, de présenter son projet éducatif pour le pays. Il a amené dans certaines interviews quelques mesures qui font quelques touches, mais nous ne voyons pas un tableau d'ensemble se dessiner. Moi, je ne pourrais pas vous résumer ce qu'il entend faire, a priori pour le temps d'un mandat qui peut durer longtemps, pour l'école, alors que, encore une fois, je crois que nous sommes devant de très grands enjeux et dans un moment très particulier. L'école est à un point de bascule. Elle pourrait, d'après moi, connaître un effondrement comparable à celui qu'a connu l'hôpital public ces 5 dernières années. On le voit, les démissions d'enseignants se multiplient. La pénurie... Elles ont triplé en 10 ans. Elles ont triplé en 10 ans. 4000 enseignants qui manquent en cette rentrée, avec un déficit d'attractivité dans certaines matières, dans la voie professionnelle, des inégalités qui explosent entre établissements, entre le privé, de récentes enquêtes l'ont montré, et le public, au sein du public. Il y a beaucoup de signaux d'alerte pour moi. Je vous propose que justement on puisse en parler et qu'on détaille chaque point, car j'ai la chance de vous avoir. Je rappelle quand même pour ceux qui nous regardent que vous avez porté justement le projet d'éducation de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il s'est présenté à la présidentielle, donc c'est vraiment un sujet qui vous touche. Vous avez été vous-même professeur d'histoire, agrégé d'histoire. Donc cette rentrée est marquée tout d'abord par une inflation historique qui se ressent bien évidemment au sein des familles, sur tous les plans, mais principalement sur le plan, évidemment, dans le cadre de l'école, si je puis dire, une baisse du pouvoir d'achat qui est très impactante pour tout ce qui touche à l'achat des fournitures, des matériels scolaires quand ils ne sont pas gratuits, et puis sur tout ce qui touche autour de l'éducation, car quand il y a l'école, il y a aussi l'après-école, donc le périscolaire. Pour vous, comment a été... Vous parlez, vous, de gratuité de l'éducation, ça veut dire quoi? Vous voulez aller jusqu'où, en fait, finalement, cette gratuité? Jusqu'au bout des grands principes que notre Constitution proclame.
Dans le préambule de la Constitution, il y a ce principe de gratuité scolaire. Des frais de scolarité. Eh ben, nous avons proposé en effet une proposition de loi le 30 août dernier, une proposition de loi de la NUP, c'était d'ailleurs la première que la NUP rédigeait, travaillait ensemble, qui vise à faire la gratuité réelle de l'éducation. Et pourquoi est-ce qu'on insiste sur cette dimension réelle qui n'est aujourd'hui pas atteinte? Parce que nous le savons, pour les familles, les frais de scolarité représentent une dépense qui est importante. Il y a une enquête qui est maintenant un petit peu ancienne du ministère de l'Éducation nationale, qui remonte à 2014-2015, et on sait que le contexte a changé, vous avez rappelé celui de l'inflation, mais qui estimait il y a qui est historique, près de 10 ans, elle est en effet historique. D'ailleurs, elle augmente plus vite que le budget de l'Éducation nationale, on en reparlera peut-être. Mais il y a près de 10 ans, le ministère de l'Éducation nationale lui-même évaluait à plusieurs centaines d'euros pour un élève scolarisé en maternelle et jusqu'à 1 500 euros pour un élève un lycéen de la voie professionnelle, le coût de sa scolarité pour sa famille. On peut donc dire, pour résumer, que c'est au moins 100 euros par mois que représente la scolarisation d'un enfant aujourd'hui en France, et constater que pour les enfants issus des familles les plus modestes, on sait que dans la voie professionnelle, la majorité des élèves sont issus des classes populaires. C'est là que les coûts sont pour les familles les plus importants. Cette situation, elle est source d'inégalité d'accès. Elle pose aussi des problèmes en matière éducative, en matière pédagogique. Je prends l'exemple des sorties scolaires. Vous avez des familles qui, malgré parfois des dispositifs d'aide qui parfois existent, parfois sont déjà consommés, parfois sont insuffisants, doivent renoncer à ce que leurs enfants puissent accéder à une sortie parce qu'elle s'accompagne d'un coût qui, même quand il s'agit de quelques euros, peut être trop importante sur une famille. Et cette situation, elle est pour nous insupportable. Nous croyons en la promesse républicaine. Nous avons cette vision de l'école publique qui doit garantir partout dans le pays, quel que soit le territoire, les mêmes conditions d'accès à tous les élèves. Les manuels scolaires aussi ? Alors, notre proposition de loi, elle propose la gratuité de tous les matériels scolaires, donc des manuels fournitures et manuels. Des fournitures. Elle propose la gratuité des transports scolaires. Elle propose la gratuité, vous allez voir, je vais vraiment aller au bout, du périscolaire, de la cantine scolaire. Et des cantine à 0 €, même pas 1 euro. Et on pourra y revenir. Gratuité intégrale, voilà. Et nous l'avons chiffré, c'est une dépense qui représente environ 7 milliards d'euros. Alors, 7 milliards d'euros qui sont portés, 17, pardon. Vous dites 7 milliards. On a même, je vais vous cacher, on propose aussi nous, un plan de recrutement de beaucoup de personnel dans l'éducation nationale qui peut nous conduire en effet jusqu'à cette somme de 17 milliards. C'est le coût global de notre projet éducatif. Voilà, mais ça on va en parler juste après. Voilà. La gratuité réelle de l'éducation, c'est 7 milliards d'euros par an. Ça semble toujours une somme considérable. Non, mais portée par qui surtout? En fait, c'est que l'État, c'est les impôts aussi pour les plus riches? C'est que l'État. Et alors voilà, c'est comment est-ce qu'on la finance. Je vais vous donner des ordres de grandeur. Notre programme présidentiel était chiffré. Mais le gouvernement, là, vient ces derniers jours de prendre une décision importante de supprimer une recette dans le budget de l'État, ce qu'on appelle la CVAE, qui est ensuite redistribuée aux communes. Cette recette était une recette jusqu'ici de 8 milliards d'euros par an. Le gouvernement vient de décider de s'en priver. Or, vous le voyez, avec ces 8 milliards, nous pourrions financer tout de suite, maintenant, là, cette dépense indispensable, parce que républicaine, parce que correspondant à ce moment particulier où l'inflation pèse sur les familles. Mais pourquoi il s'en est privé? Pour un effet d'annonce politique? Je crois que c'est conforme à son projet politique. Ce gouvernement considère qu'il faut faire baisser les impôts, mais ne s'interroge jamais sur les conséquences en termes de recettes pour l'État et donc de capacité ensuite à mettre en œuvre des politiques publiques qui profitent au plus grand nombre. Cette mesure, elle profite à toutes et tous, à tous les enfants, quel que soit d'ailleurs le revenu de leurs parents. Elle profite autant aux enfants des milieux les plus défavorisés qu'aux enfants des milieux les plus favorisés. Elle est républicaine par excellence et encore une fois, elle renvoie à une vision de ce que doit être notre école publique. Aujourd'hui, vous avez cette question de la gratuité, au fond, aujourd'hui, elle est confiée aux collectivités territoriales. Oui. Vous avez des communes, des départements, des régions qui font des efforts pour faire la gratuité, parfois des manuels, parfois des fournitures. Parfois des cantines. Parfois des cantines, en tout cas une tarification sociale. Mais malheureusement, toutes et tous n'ont pas les moyens de le faire. Si je prends l'exemple des départements, par exemple, vous avez 60% des départements qui ne proposent pas de tarification sociale. Oui, parce qu'en fait, finalement, l'idée en elle-même, personne ne peut la rejeter. Elle est magnifique, tout le monde voudrait cela. Oui. Mais dans la réalité, c'est vrai que c'est compliqué. Pour tous ceux que j'ai reçus sur ce plateau, qui ne sont pas forcément du côté NUPES ou LFI, ils pourraient tendre vers cela, mais disent bien que c'est impossible d'y arriver. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces contradictions? Je crois que c'est tout à fait possible, à condition de se donner les moyens de financer cette politique. Je vous ai donné une piste pour le faire. Je peux en donner une autre. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune nous permettrait de financer cette mesure. Mais je veux être clair. Il ne s'agit pas dans notre esprit que l'État se substitue aux collectivités territoriales.
territoriale. Il remplace les communes, les départements et les régions dans les prérogatives, les compétences qui sont les leurs. Cette mesure consiste au contraire à leur donner, à ce que l'État leur garantisse les moyens de mettre en œuvre cette gratuité, avec évidemment leur relation au terrain, leur connaissance du terrain, des réalités locales qui doivent parfois, qui sont importantes dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, les collectivités territoriales en ce moment le disent d'ailleurs, elles sont exsangues financièrement. Elles sont prises à la gorge par l'envolée des prix notamment de l'énergie et donc en difficulté pour financer l'ensemble de leurs politiques publiques. Et moi je crains que, y compris les mesures sociales qui existent ici ou là, ne puissent plus être toujours financées et que elles soient moins fortes, moins généralisées et que en confiant aux collectivités cette charge importante, celle de la promesse républicaine au fond, on ne permet pas sa mise en œuvre partout sur le territoire et on renvoie chaque Française à son lieu de résidence et en fonction, s'il a la chance au fond d'être dans un territoire où il y a des politiques volontaristes, eh bien tant mieux, mais si ça n'est pas le cas ou si les moyens manquent, alors cette famille va subir des frais qui peuvent être importants et vraiment je veux insister là-dessus, des conséquences éducatives. Et moi je ne peux pas accepter que dans notre pays, des enfants, parce qu'ils ne vivent pas au bon endroit, n'aient pas la même réussite que d'autres. Évidemment. Alors beaucoup de sujets, on l'a dit Paul Vannier, tout à l'heure vont parler justement de cette grève historique aussi des enseignants qui guettait finalement le gouvernement depuis des années, des réformes successives depuis 20 ans, 30 ans même, qui sont enchaînées et les enseignants, tout le personnel éducatif dans la rue il y a quelques semaines. Vous vous y attendiez à ça ? Alors, c'était une grève massive, je ne sais pas si c'est à celle-là que vous faites référence, des enseignants de la voie professionnelle. Oui. C'est une grève historique parce que l'arc de force syndicale qui appelait à cette grève était tout à fait inédit. La quasi-totalité des organisations syndicales ont appelé à manifester ce jour-là. Tout à fait. Pourquoi le font-ils ? Il faut rappeler que la voie professionnelle, c'est 1/3 des lycéens du pays. C'est plus de 630 000 élèves. Parfois, on l'oublie. C'est la jeunesse populaire. Ce sont les élèves des enfants d'ouvriers, d'employés qui sont dans cette voie professionnelle. Et elle est là, exposée à un projet de réforme qui la menace dans ce que jusqu'ici elle était au plus profond d'elle-même, si je veux dire. Le projet du gouvernement, il introduit une rupture inédite dans l'histoire de la voie professionnelle. Jusqu'ici, la voie professionnelle, elle avait 2 objectifs. Celui, bien sûr, de qualifier ses élèves et de les amener à un très haut niveau de qualification, à une véritable maîtrise professionnelle, avec des savoirs professionnels qui étaient de très bon niveau et qui permettaient ensuite à ces élèves de poursuivre leurs études et de s'insérer, en effet, dans le monde économique. Mais en même temps, cette voie professionnelle émancipait les élèves qu'elle accueillait. Ils recevaient des enseignements généraux, d'histoire, de lettres, de langue, qui leur permettaient d'acquérir aussi une culture générale, de se forger un esprit critique, de se préparer à devenir des citoyens. Eh bien, la réforme que le gouvernement prépare, et on en sait peu de choses, parce que, par exemple, elle n'est pas préparée à l'Assemblée nationale, cette réforme. Les députés ne sont pas associés à la préparation de cette réforme. Eh bien, elle vise à confier tendanciellement aux entreprises l'organisation de cette voie professionnelle. Et donc, elle écarte les finalités émancipatrices pour tout ramener à un objectif d'insertion sur le marché du travail. C'est ça, vers des élèves qui mènent vers des métiers qui engagent, dit Emmanuel Macron. C'est ça. Comme si au fond, pour répondre à la question des métiers sous tension, c'est ce que nous dit le gouvernement, il fallait orienter la jeunesse populaire de la voie professionnelle vers ces fameux métiers et ne plus se préoccuper du reste. Je crois que c'est une erreur. D'abord, c'est une erreur du point de vue de la vision qu'on peut avoir encore de cette jeunesse qui mérite, comme les autres pans de la jeunesse, de recevoir une éducation complète. Mais c'est aussi une erreur d'un point de vue économique, je crois. Parce que répondre aux besoins immédiats et locaux des entreprises, c'est ce que propose cette réforme, notamment en donnant la main aux organisations patronales à l'échelle locale, en leur permettant de pouvoir influencer la carte des formations dans des bassins d'emploi. C'est mettre ces élèves dans une situation de précarité professionnelle. Parce que c'est tenter de leur faire acquérir des qualifications qui ne vont valoir que dans un instant T et dans un endroit donné. Et puis c'est aussi choisir pour eux, c'est choisir leur avenir. Ils peuvent aussi se retrouver dans des voies qui ne sont pas les voies qu'ils souhaitent, vers lesquelles ils souhaitent aller. Vous savez, notre système éducatif, malheureusement, reproduit les inégalités sociales. Mais là, il y a aussi une assignation territoriale à résidence.
C'est un projet qui consiste à dire, vous êtes né quelque part, et bien voilà votre destinée professionnelle, et voilà la seule que l'on vous propose. Moi, je crois que d'un point de vue philosophique, c'est une aberration, c'est un scandale de mon point de vue, mais encore une fois, c'est les mettre dans une situation de précarité, parce qu'on sait que la conjoncture économique, elle change. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, il y a des secteurs qui croissent, d'autres qui déclinent. Eh bien, en spécialisant les formations dans certains secteurs uniquement, on place les élèves et ces futurs travailleurs dans une situation de dépendance à l'état de ces secteurs économiques. Et si ces secteurs demain décroissent, qu'adviendra-t-il de ces élèves? On a beaucoup parlé de pénurie de professeurs cette rentrée, une pénurie qui vous avez déjà alerté à ce sujet il y a maintenant, je crois, 10 ou 11 mois, si je ne me trompe pas, plusieurs fois chez beaucoup de nos confrères, mais aussi sur votre site et partout à l'Assemblée. On parle de pénurie donc, historique de professeurs, 4000 professeurs, 4000 contractuels ont été engagés. Est-ce que, avec donc 4 jours de formation, hein, personne, ça ne vous a pas échappé, est-ce que cela vous a choqué? Est-ce qu'il aurait préféré plutôt laisser ces classes vides avec 0 professeur devant, ou est-ce que pour vous, ce job dating, par exemple, organisé dans l'Académie de Versailles, a été une bonne idée? Ça me met en colère. Ce qui me met en colère, c'est le manque d'anticipation. Parce qu'on aurait pu répondre à cette question avant qu'elle se présente avec cette gravité telle qu'il n'y ait pas d'autre solution que de recourir à l'emploi de contractuels. On sait depuis plusieurs années maintenant que le nombre d'inscrits au concours diminue. Oui. On sait pourquoi. Pour 2 raisons principalement. Il y a une crise de sens dans le métier d'enseignant. Le métier d'enseignant, il s'est beaucoup bureaucratisé ces dernières années. Le rapport aux disciplines, la liberté pédagogique ont été entravés. Et donc, pour une partie d'étudiants qui jusqu'ici pouvaient imaginer devenir professeur, le métier a perdu de son intérêt, de son attractivité. Et puis ensuite, il y a bien sûr la question salariale. Un enseignant, dans les années 80, quand il commence sa carrière, il a un salaire qui est l'équivalent de 2,2 SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 SMIC. Et dans les grandes métropoles du pays, ça veut dire très concrètement qu'un enseignant en début de carrière ne peut pas se loger à Paris, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, en centre-ville. Donc il y a eu une paupérisation extrêmement importante de la condition enseignante. Si je la rapporte à un pas de temps plus court, les enseignants ont perdu à peu près 30% de pouvoir d'achat depuis 2010, c'est-à-dire depuis le début du gel du point d'indice dans la fonction publique. Papa Ndiaye a parlé de revalorisation des salaires, oui. Pardon, et de 2 000 euros par mois. Il a menti, Papa Ndiaye. Il a menti ? Oui, il ment. Et d'ailleurs, j'aurais souhaité pouvoir lui dire, si le débat avait pu se tenir à l'Assemblée nationale, le 49.3 nous en prive, mais je voudrais en faire la démonstration. Il annonce, le président de la République avait parlé d'une augmentation inconditionnelle, je reprends son mot, de 10% du salaire des enseignants. Plus 10% du salaire des enseignants. Alors, il y a ce qu'on appelle les bleus budgétaires, c'est-à-dire par mission budgétaire, ce que prépare le gouvernement. Quand on les lit, qu'est-ce que l'on constate? On constate que Papa Ndiaye propose 1,9 milliard d'euros en année pleine pour augmenter le salaire des enseignants. Or, la masse salariale dans l'éducation nationale, c'est 50 milliards d'euros. Je fais un calcul très simple, 2 milliards, 1,9 milliard, 2 milliards sur 50 milliards, c'est plus 4%. On est très loin des 10%. Alors, j'ai compris que Papa Ndiaye, dans ces 10%, intégrait les 3,5% d'augmentation du point d'indice qui sont intervenus il y a quelques mois. D'accord, je les ajoute aux 4%, nous sommes à 7,5%. Il manque toujours 2,5 points pour parvenir à 10%, et si je le traduis en une somme sonnante et trébuchante, il manque 1 milliard. Il est où ce milliard? Pourquoi est-ce qu'il manque? Et il est d'autant plus indispensable que 7,5%, c'est comme par hasard exactement le niveau de l'inflation que la Banque de France prévoit pour l'année 2023. Donc, au fond, il n'y a pas d'augmentation du salaire des enseignants. Il y a au mieux une stagnation, à considérer que l'inflation reste à 7%, et on sait les incertitudes. Elle pourrait être plus importante. En plus, dans la réalité, ce n'est pas effectivement acté du tout. Aucun enseignant aujourd'hui qui démarre à 2 000 euros. Non, et puis même, alors tant mieux si on y arrive, et c'est indispensable. Parce que ce que je veux dire, c'est que derrière cette question du salaire des enseignants, c'est une question d'intérêt général. Ce n'est pas une question corporatiste. Ce n'est pas juste savoir si les enseignants vont être mieux payés, et tant mieux pour eux s'ils le sont. C'est la qualité du service public d'éducation qui est en cause. Si l'école publique n'arrive plus à recruter un nombre suffisant d'enseignants, et les meilleurs des étudiants, si les bons étudiants se détournent du métier d'enseignant parce que c'est tellement mal payé, qu'ils préfèrent aller regarder ailleurs. Mais on n'y va plus par vocation maintenant? C'est ce que vous voulez me dire? En tout cas, on a jusqu'ici, ça fait maintenant plusieurs années, les responsables publics ne
joue sur le dévouement des enseignants, la vocation des futurs enseignants, sur leur engagement personnel. Mais ça, on peut le faire pendant quelques mois, quelques années. On peut tirer sur la corde, comme on dit, mais au bout d'un moment, la corde, elle lâche. Et là, elle est en train de lâcher. Et moi, voilà, je vous disais tout à l'heure que j'étais en colère parce que ça, tout le monde le sait depuis plusieurs années. Et on aurait pu anticiper, on aurait pu mettre cet argent sur la table. Voilà, on peut à nouveau avoir cet argent sur cette discussion sur ces montants. Ils sont relativement modestes quand on les compare au budget de l'État. Et ainsi répondre aux causes de cette crise. Cette crise, elle menace vraiment l'école publique. Et moi, je me désespère de voir ces bricolages, ces annonces elles sont bidons. Et elles font beaucoup de mal parce que non seulement elles ne traitent pas les causes, mais les professeurs savent que c'est un mensonge. Et ils sont maintenant extrêmement lassés de ce baratin ministériel qui, depuis plusieurs années, ne change pas leurs conditions de travail. Et donc, quittent l'éducation ou se mettent en arrêt maladie. Et c'est le mensonge. Moi, ce que je crains là, c'est qu'on arrive vraiment au mensonge de trop. C'est-à-dire qu'il prétend traiter des causes, mais il aggrave les mots, en fait, en faisant ça. Les mots MAUX. Les mots MAUX, le ministre de l'Éducation nationale. Et vraiment, moi, j'alerte de toutes mes forces, même si on est privé du débat. Et il y a d'ailleurs une vraie question démocratique qui se pose, parce que l'Assemblée nationale, les grandes questions éducatives ne sont plus débattues à l'Assemblée nationale. Elles sont décidées dans l'entre-soi du ministère. Elles passent par des décrets et non pas par la loi. Et donc, la représentation nationale, dans sa diversité, nous sommes les représentants du peuple français, des électeurs qui nous ont confié le soin d'appliquer des programmes qui sont différents. Nous n'avons plus la main. Et je crois que ce scandale démocratique, parce que c'est une question profondément politique que la question éducative, je ne veux pas dire par là qu'il faut faire de la politique à l'école, mais je veux dire que l'école intéresse tout le monde. Nous avons tous été élèves, nous avons tous des enfants qui le sont, des petits-enfants, donc elle intéresse tout le monde. Et que la représentation nationale soit privée du débat et de la maîtrise du futur de notre école, eh bien, je crois que ça aggrave ce malaise général qui produit cette situation. Vous avez été professeur agrégé d'histoire-géographie avant de vous engager en politique. Vous devez être frappé d'entendre vos collègues qui vous parlent de la difficulté d'enseigner certaines périodes de l'histoire aujourd'hui à l'école. On l'a vu, on ne va pas le généraliser, on ne va pas en faire une fausse idée, mais enfin, c'est une réalité. On a malheureusement fêté ce très triste anniversaire de la mort de Samuel Paty récemment. La guerre d'Algérie, la Shoah, Napoléon aujourd'hui, c'est difficile dans certains endroits. Est-ce que c'est une réalité selon vous? Est-ce que certains de vos confrères vous en ont parlé? Je vais vous répondre très franchement, jamais. Et j'ai enseigné, moi, plus de 10 ans dans l'Académie de Créteil. J'ai enseigné en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis, dans des établissements qui ne sont pas présentés comme des établissements faciles. Je suis professeur d'histoire-géographie et j'ai enseigné la guerre d'Algérie, j'ai enseigné la Shoah. Je n'ai jamais eu de difficulté à le faire. J'ai toujours vu des élèves attentifs, concernés, intéressés par ce que je leur disais, et j'ai toujours vu une discussion s'engager entre eux et avec moi à travers leurs questions qui était celle de citoyens qui en formation et qui exerçaient leur œil, leur pensée au sujet de ces pages si importantes de notre histoire malheureusement commune. Je n'ai pas non plus de collègues qui m'aient jamais évoqué ces cas difficiles. Alors, excusez-moi de vous couper, mais vous n'avez pas pu passer à côté d'un livre qui s'appelle « Ces petits renoncements qui tuent », écrit par Karine Azopardi, et un enseignant anonyme, c'est clairement affiché, et qui parle justement de cette situation. Il y a peut-être des enseignants qui ont, je ne dis pas en faisant ce témoignage qui est personnel, je ne prétends pas décrire toute une réalité. Cela peut exister, et il y a toujours des questions pédagogiques qui se posent aux enseignants sur la façon d'aborder telle ou telle question. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nous avons face à nous des élèves qui sont aussi, je parle du collège et du lycée, des adolescents. Et que leurs réactions, qui sont parfois condamnables, et parfois il faut dire avec la plus grande clarté, la plus grande fermeté, que des propos sont inacceptables, qu'ils méritent des sanctions. Il y a des propos racistes, négationnistes, homophobes, par exemple, qui peuvent être retenus en classe. Le rôle du professeur, c'est évidemment de les sanctionner. Mais justement, ce rôle-là, oui. C'est un rôle très important pour les professeurs, car c'est un rôle à la fois d'éducateur
et de professeurs. Est-ce que le poids, justement, cette responsabilité n'est pas trop important pour les profs? Et c'est pas aussi pour ça qu'ils sont exsangues? Ils n'arrivent plus à gérer. Je trouve que c'est une belle partie du métier, que cette partie, c'est pas... Vous savez, autrefois, on parlait du ministère de l'Instruction publique. Oui. La seule charge de l'instruction, c'est de transmettre des connaissances. C'est l'éducation nationale aujourd'hui. Et je crois que ça compte dans le métier que de pouvoir répondre aussi à des jeunes esprits en formation, avec toutes les contradictions qui vont avec l'adolescence, toutes les provocations, toutes les outrances. Mais c'est ça, les adolescents. Et le professeur doit savoir y répondre avec clarté, intelligence, fermeté, équilibre aussi, et parfois distinguer ce qui est une expression inacceptable et ce qui est une provocation ou ce qui est une expression mal dite, mal pensée. En tout cas, essayer de démêler. Mais en tout cas, ne jamais condamner par avance et pour toujours un élève, parce que voilà, se rappeler que ce sont des enfants et des adolescents. Parmi les grands thèmes chers aux étudiants, et vous aussi, puisqu'on a démarré aussi là-dessus, il y a l'écologie. L'écologie, c'est le premier thème chez les jeunes. On l'a vu pendant la présidentielle, même pendant la législative aussi. Les jeunes semblent davantage même concernés par l'écologie que notre génération ou les générations d'avant. Est-ce que c'est vers eux aussi que vous vous dirigez pour réfléchir à la France de demain? Oui, exactement. Moi, je trouve que l'éducation nationale, c'est un magnifique outil pour répondre aux grands enjeux de demain, et notamment à ceux qui sont associés à la crise climatique, à la crise écologique. Moi, j'ai une vision très, très large du champ d'intervention de l'éducation nationale. Je crois qu'évidemment, il doit prendre sa part dans la transition, la bifurcation écologique que le pays doit conduire. Ça passe par notamment peut-être une révision des programmes. Ça passe peut-être par l'introduction de savoirs pratiques à l'école également. Il faudrait en discuter. Mais pour être concret et revenir par exemple à la question de gratuité, pour montrer que tout se tient dans notre projet et que nous ne séparons jamais notre projet éducatif de notre projet politique, de notre vision de la société et des tâches qu'il y a à accomplir. Et de la réalité de la société, parce qu'avec l'inflation, on peut aussi imaginer qu'il y a des établissements qui peuvent fermer demain, faute d'argent, pour pouvoir chauffer l'établissement et éclairer. C'est déjà le cas. Le président de la région des Hauts-de-France, M. Xavier Bertrand, a indiqué qu'il envisageait de fermer les lycées de sa région le samedi matin pour faire des économies. Bon, d'ailleurs, j'ai proposé un fonds de soutien aux collectivités territoriales de l'État pour assurer les factures de chauffage des établissements scolaires. La majorité présidentielle a voté contre. Bon, mais je veux revenir au rôle que jouait l'école. L'école peut être un levier de bifurcation écologique. Je prends l'exemple de la cantine et nous proposons qu'elle soit gratuite, mais quand nous disons ça, nous complétons en disant qu'elle doit proposer, la cantine, dans tous les établissements scolaires du pays, des menus issus d'une agriculture locale, paysanne et biologique. Il y a 12 millions d'élèves. Biologique, c'est cher, non? C'est pas si cher en vérité. Franchement, si on compare ça, la question du bio, c'est plutôt une question aujourd'hui de nombre d'agriculteurs qui pratiquent ce mode d'agriculture et donc des volumes qui sont aujourd'hui disponibles. Mais justement, si on fait ça, on offre un débouché considérable. Des millions de repas chaque jour qui seraient servis, c'est un débouché absolument colossal pour tous ceux qui se posent la question aujourd'hui de passer d'un mode d'agriculture conventionnel à un mode d'agriculture en bio. Et puis, c'est de la création d'emplois. Parce que c'est des centaines de milliers d'emplois agricoles qu'il faut pour répondre à cette demande. Donc, vous voyez... un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. En tout cas, nous, on pense qu'en effet, l'école, c'est la pièce d'un tout dans les politiques que nous voulons mettre en œuvre. Paul Vanni, merci mille fois d'avoir été avec nous dans le Grand JT de l'Éducation. Je rappelle que vous êtes député LFI, la 5e circonscription du Val d'Oise, conseiller régional de l'Île-de-France. Vous êtes aux côtés, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon et que vous travaillez sur les questions éducatives. Merci beaucoup d'avoir été sur School TV. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV.
Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, alors je vous parlais de tradition dans ce fameux JT. En fait, ça l'est en effet devenu. Enfants, petits et grands, répondent à nos journalistes sur de grandes thématiques simples mais universelles. Ce que représente pour eux, par exemple, le bonheur, la guerre, la peur, l'engagement ou encore l'écologie. Eh bien, cette semaine, on leur a demandé ce que représentait l'espoir. Regardez. On peut espérer qu'il y a moins de guerre, qu'il y a moins de... que le coronavirus n'est plus là et qu'on respecte un peu la planète. C'est la pensée positive qui nous aide à vivre mieux parce que sans les sports, c'est triste. Par exemple, il y a l'espoir de voyager pour voir le monde, l'espoir de voir justement le monde meilleur, que les problèmes ils s'arrêtent, par exemple la famine elle s'arrête, les maladies elles s'arrêtent, ça c'est un espoir aussi. L'espoir c'est la fin des masques, l'espoir c'est de voir la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Il y a vraiment plein de pensées positives avec lesquelles on ne pourrait pas vivre sans, positivement sans, et c'est ça l'espoir pour moi. Allez, tout de suite, c'est l'heure de Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, Malika Ménard reçoit Laurent Mestret. Si tu veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission qui est vraiment consacrée à l'école. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Eh ben, écoute, je sais pas, je vais plus trop à l'école en ce moment, mais je suis mon fils qui est à l'école. C'est ce que j'allais te dire. En 6e. Oui. Donc non, ça reste toujours la même chose. Après, faut vraiment faire attention parce que maintenant, je l'ai vu, hein, les jeunes veulent absolument être de plus en plus influenceurs. Donc c'est hyper important que les professeurs insistent sur le fait qu'influenceur, oui, c'est cool, mais il faut connaître les bases et malheureusement, souvent, on me demande comment tu fais pour être connu et tout. Et non, d'abord, déjà, enrichis-toi, mets toutes tes chances de ton côté pour justement avoir un vrai métier. Et puis après, tu peux toujours à côté faire une passion. Ton garçon, il veut être influenceur ? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout son truc. Je sais pas trop. Je vais pas demander si... Non, c'est pas son truc. Tu en aurais déjà parlé. Ouais, puis même, non, D'ailleurs, il faut d'abord qu'il se construise, qu'il ait des choses en main, avant de commencer à penser à ça, quoi. Quelle différence tu fais entre l'école que toi t'as connue et celle que lui connaît ? Quelle différence ? Je sais pas. En fait, il est à l'école là où j'étais moi avant. Oh, c'est énorme. Donc c'est ouf, hein. Enfin, dans la même à école. côté. Pas vraiment. J'ai fait quelques... Parce qu'il y avait un problème de cantine, donc je devais aller dans l'autre école. Enfin, pour moi, j'étais une école qui était à 500 mètres. Donc lui, il est au collège, là où on allait manger de temps en temps. Mais écoute, non, ça reste toujours la même chose. Il faudrait que je traîne un de ces quatre dans les couloirs pour voir ce qui se passe. Ça va être discret, ouais. Ouais, je sais pas trop en fait ce qui se fait actuellement, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que beaucoup de choses sont numérisées, tout ça, donc c'est plutôt cool, donc on a accès à tout, quoi. Justement, si tu devais penser à l'école de demain, tu la vois comment, dans quelques années ? Comment je vais à l'école ? Je suis pas du tout avec dans du le système numérique scolaire. Ouais, ça va être sûrement ça va être un peu du numérique et tout. Mais faut vraiment pas oublier les fondamentaux quand même. Donc ouais, ça va être sûrement de l'ordre de numérique.
Je sais pas du tout, franchement. Toi qui es un grand sportif, est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait plus de sport à l'école ou qu'il y en ait encore plus aujourd'hui? Plus de découvertes peut-être. Il y a des sports qui doivent être connus quand même. Je sais pas, plein de disciplines qu'il faut. Pas les sports classiques en fait, c'est ça que tu veux dire, aller plus vers. Peut-être les classiques, mais des sports, voilà, d'autres aussi. Après, il y a des endroits où malheureusement on ne pourra pas faire de ski, hein, tu vois. On va pas faire du ski dans le 94, mais voilà, qu'il y ait un petit peu de touche à tout et surtout qu'on apprenne vraiment les valeurs qui sont importantes au sport. Quand tu prends des cours de sport, tu apprends de très très bonnes valeurs et donc c'est important qu'elles soient ressorties pendant ces cours-là. C'est quoi les valeurs du sport alors? La discipline, le travail, la patience, le boulot, le mental, tout ça c'est hyper important, tu l'apprends là-bas. C'est ce qu'on va retenir, c'est le mot de la fin. Merci. Hein. Oui, merci d'avoir partagé avec nous tes souvenirs. Avec plaisir, Malika. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et à la semaine prochaine. Alors tout de suite, c'est le Zap de School TV, le meilleur de School. Mais je crois qu'une des convictions fortes de la SOS, c'est aussi que les problèmes ils se jouent avant tout sur le terrain et qu'il faut être au plus proche de la vie. Oui, tout à fait. Un des fondamentaux de l'association, c'est de travailler avec des outils. Marie-Claire en a dit un mot tout à l'heure, l'approche contextuelle. C'est quoi l'approche contextuelle? L'approche contextuelle, c'est un courant de la thérapie familiale qui a été fondé dont le pionnier est Ivan Borzonov-Medinagi, qui est un psychanalyste américain d'origine hongroise, et qui, à la fin des années 50, a tissé un fil. Il s'est imprégné lui-même, à mon avis, aussi d'autres problématiques, comme la médiation, l'approche sociologique des familles, etc. Et l'approche contextuelle, c'est en quelque sorte une thérapie qui ne recherche pas des solutions, mais qui recherche à nourrir et à entretenir les valeurs des liens qui se jouent à l'intérieur d'une famille, et donc des interactions qui se jouent à l'intérieur d'une société, comme un lieu, comme l'école. Et donc là, on travaille le lien, en fait, mais pas seulement à l'intérieur de la famille, mais également avec les enseignants, le cas échéant avec les services sociaux, la médecine, etc. C'est ça, en fait, l'idée. Alors, tout à fait. C'est une approche contextuelle qui s'intéresse à la situation telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, et qui invite de façon extensive tous les partenaires qui s'associent de près ou de loin à la dimension éducative et à l'évolution et à la réussite du jeune en question. Donc, ce n'est pas une thérapie psychanalytique, vous voyez, c'est une thérapie du lien. Il y a des solutions, on peut en trouver, notamment pour progresser sur cette question de l'orientation, dédramatiser encore une fois ces choix, se dire que ce n'est pas parce qu'on fait un premier choix peut-être d'orientation aujourd'hui qu'on ne pourra pas en faire un autre aussi à l'avenir, puisque l'idée même des professions du futur, de ces 85% de métiers de 2030 qui seront encore en cours de co-création, c'est de se dire qu'on va pouvoir aussi en changer, évoluer dans cette profession, évoluer dans ces métiers impactés en effet par le numérique, l'intelligence artificielle, la data, la robotique, tout au long de sa vie. Donc finalement, ce qu'on propose à ces collégiens et à ces lycéens, c'est un parcours qui va pouvoir se moduler au fur et à mesure de leur passion et de l'avancée aussi des technologies. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment aussi la vision, en tout cas le discours qu'on met en avant et qu'on partage aussi aux côtés des collaborateurs qui interviennent sur l'idée que l'orientation n'est pas déterminée, n'est pas figée en troisième, ni même pendant cette période-là du collège et lycée, mais qu'au contraire, elle est évolutive. Aujourd'hui, on ne fait pas qu'un métier, on est amené à faire plusieurs métiers. Il est très rare aujourd'hui de rester dans la même entreprise, dans le même secteur, donc on est amené à changer. Aussi, les métiers d'aujourd'hui seront différents demain, en raison justement de l'impact du digital et de ce que ça entraîne comme transformation dans le monde professionnel. Donc ça fait partie vraiment de la vision de l'orientation qu'on veut communiquer auprès des jeunes et auprès des enseignants et peut-être même par ricochet auprès des familles. Oui, absolument. Parce que voilà, l'orientation, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident à partager parce que la vision qu'on peut avoir de l'orientation, c'est toujours une vision très peu renseignée finalement. On connaît mal en fait les métiers d'aujourd'hui et encore plus les métiers qui se créent au fur et à mesure avec ces transformations qui s'opèrent dans la société. Donc c'est vrai qu'il y a un gros besoin aussi de connaissances et d'ouvrir ces espaces d'échange avec les différents acteurs environnants des jeunes. Donc ça peut être effectivement communauté éducative, famille, et puis même communauté éducative, on y inclut également peut-être le personnel encadrant au sein des écoles. Donc il faut vraiment finalement avoir ces temps d'échange sur ça. On parlait effectivement en introduction de cette émission avec Irina du décrochage scolaire. On sait que très souvent ce sont les filles qui sont principalement, ou en tout cas qui sont les plus touchées. Quelles mesures d'ESNOS sont mises en place aujourd'hui pour tenter de les remettre tant bien que mal sur le chemin de
de l'école? Oui, effectivement. Ici à Madagascar, donc en 2020, le taux d'abandon scolaire est aux alentours de 9,4%. Et on a aussi un taux de rétention qui est aux alentours de 44%, c'est-à-dire sur 100 élèves qui entrent en même temps en première année du cycle primaire, seuls 44 d'entre eux qui arrivent donc en fin de ces cycles primaires. Nous avons donc mis en place 3 grands dispositifs pour résorber donc ces décrochages scolaires. On a premièrement mis en place, avec l'approche décentralisée et participative communautaire, nous avons donc allégé les charges parentales. Donc le gouvernement dote des subventions à toutes les écoles publiques, aussi bien donc aux écoles privées ici à Madagascar, que ce soit donc dans le primaire, dans les collèges ou dans les lycées, qu'on appelle ça la caisse école. C'est-à-dire donc cette caisse école serve à la fonctionnement, à des dépenses de fonctionnement de chaque établissement scolaire. On a aussi mis en place le programme de cantine scolaire. Nous avons donc 3 modèles d'approche des cantines scolaires. Il y a donc les cash transferts, c'est-à-dire l'État, le gouvernement malgache transfère directement des fonds, c'est-à-dire donc de l'argent à l'école à travers donc une association des comités de gestion d'école qu'on appelle FEFI ici à Madagascar, afin que les élèves restent à l'école pendant la pause des midi à 14 heures. Nous avons aussi la formule de la cantine endogène où la communauté locale se sensibilise entre eux afin d'apporter de la nourriture, des vivres au niveau des établissements scolaires. Nous avons également d'autres formules de cantines qu'on appelle cantines intégrées où il y a donc les systèmes de jardinage à l'école. Ce sont donc des dispositifs mis en place par le gouvernement malgache afin de résorber les décrochages scolaires. Toutankhamon, donc, c'est ce pharaon qui a vécu en Égypte il y a 3300 ans. Il est devenu roi vers l'âge de 8 ans et il est mort jeune, à seulement 18 ans. Et il est devenu célèbre parce qu'on a découvert sa tombe assez tard, il y a 100 ans, donc en 1922. Il faut dire que c'était une découverte très spectaculaire. Howard Carter, si je me souviens bien. Tout à fait. L'archéologue britannique Howard Carter, ça fait des années à ce moment-là qu'il cherche avec ses équipes à trouver le tombeau de Toutankhamon. Et là, en novembre 1922, il demande à son équipe de creuser et de fouiller dans un endroit où ça n'avait jamais encore été fait, près de la tombe de Ramsès VI dans la vallée des rois. Et un jour, et c'est ça qui est fou, c'est que c'est un petit garçon de 12 ans qui apporte de l'eau à l'équipe et puis il creuse dans le sol pour pouvoir planter cette jarre qui est donc un grand vase qui contient de l'eau. Et en la plantant, en fait, il déterre ce qui ressemble à une marche de pierre. Et là, on se met à creuser et l'équipe d'archéologues découvre un escalier de 16 marches d'1,68 m de large et qui s'enfonce 4 mètres sous terre. Et là, au bout de 4 mètres, un mur. Et derrière ce mur, une porte avec des sceaux royaux. Roulement de tambour, les sceaux de Toutankhamon. Tout à fait. Alors, moment absolument incroyable. Il faudra plus de 20 jours juste pour ouvrir cette porte. Et voici son témoignage qu'il livrera ensuite. À mesure que mes yeux s'accoutumaient à la faible luminosité, des formes se dessinèrent lentement dans l'obscurité de la pièce, d'étranges animaux, des statues et de l'or partout. Le sentiment de l'or. Et à ce moment-là, l'archéologue vient en fait de pénétrer dans l'antichambre du tombeau qui comporte en tout 4 pièces. Tout à fait. Et cette antichambre, c'est une pièce où il y a plein d'objets différents, des liens en or, des chars, des statues, des bijoux. En tout, dans les 4 pièces, ils retrouveront 5398 objets. Et il faut 4 mois de plus pour accéder à la salle du sarcophage. Oui, mais ça vaut le coup parce que ce qu'ils découvrent est absolument spectaculaire. Un sarcophage extrêmement bien conservé. En fait, il s'agit de 3 cercueils emboîtés les uns dans les autres. Et le dernier, qui enveloppe les 2 autres, est en or massif. C'est le jour entre les jours le plus merveilleux qui m'ait été donné de vivre, dira l'archéologue. Et le plus impressionnant, c'est ce masque. Regardez, un masque de 10 kilos en or massif posé sur le visage de la momie. Il faudra 10 ans en tout pour photographier, trier, classer et sortir les objets du tombeau. Et tout ce trésor est aujourd'hui visible au musée du Caire en Égypte. On va à la découverte de Merlin avec vous, Coralie. Cette enceinte, justement, conçue par Bayard, par Milan Jeunesse et par Radio France, une alliance d'éditeurs pour mettre en avant les contenus pour le jeune public. Il y a plus de 40 000 enceintes, si je ne dis pas bêtises, qui ont été vendues depuis 2021. Une enceinte Merlin, on va la revoir, cette très jolie enceinte, qui a remporté plusieurs prix, notamment le prix Or du Grand Prix Stratégie de l'Innovation Média 2022 dans la catégorie
catégorie meilleure déclinaison média, j'espère que je l'ai bien dit. Et votre nouveauté de cette rentrée, c'est Mortel Adèle, la BD évidemment d'Antoine Dole, a.k.a. Mr. Tan, qui se décline dans cette version audio. C'est une aventure inédite, mortelle un jour, mortelle toujours. Oui, absolument. On est très fiers de pouvoir compléter notre catalogue avec cette petite héroïne qui est bien connue des cours de récré, qui encourage les enfants à clamer leurs différences, à ne pas être tous sortis du même moule et à l'assumer avec beaucoup de joie et beaucoup d'humour. Donc on aime beaucoup cette héroïne qui est très populaire, mais dans le bon sens du terme, et qui correspond probablement à un certain nombre de problématiques qui rentrent dans les petits cerveaux de nos enfants. Et Irina, pour cette information, en plus, vous allez nous parler d'un institut culinaire. On se régale déjà, qui a été inauguré, c'était au mois d'octobre dernier. Effectivement, l'Institut d'excellence culinaire Guillaume Gomez a ouvert ses portes le 3 octobre dernier dans le village Akamassoa. Alors pour rappel, Guillaume Gomez est le meilleur ouvrier de France, chef des cuisines du Palais de l'Élysée pendant 25 ans et il a été nommé en 2021 ambassadeur de France pour la gastronomie et il s'est engagé à Madagascar aux côtés de la Fondation École Félix pour installer des instituts de formation professionnelle. Alors cet institut complète le cursus primaire et secondaire et forme gratuitement les jeunes défavorisés d'Akamassoa au métier de la gastronomie. Alors l'établissement est équipé de 2 salles de classe dotées de vidéoprojecteurs, d'une cuisine d'application à la pointe des dernières technologies. L'Institut pourra former annuellement 2 promotions de 24 cuisiniers qui seront intégrés au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà, c'était le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. SchoolTV.com pour nous regarder à nouveau. Canal 247 sur les Freebox. Vous nous écrivez, on vous répond. Vous savez qu'on est présent sur les réseaux sociaux, bien sûr, Instagram et autres. À la réalisation aujourd'hui, c'est Théo Boscar. Au son, c'est Thibaut Gourry-Lafont. Au make-up, c'est Laure Audemont. À la rédac, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Et un énorme merci tout particulier à Aude Kini et Marine Plantec. À lundi, bon week-end. Ciao.